Bon, les petits amis, on est sur un live chargé aujourd'hui. On est chargé en militantisme et en revendication ce matin dans cette revue de presse 13 médias pour la simple et bonne raison que nous avons trois invités. C'est fou. Trois invités, évidemment. On va avoir le co-directeur de Présence et Action culturelle. Alors, eux dépendent très fort de la Fédération Wallonie-Bruxelles, mais on verra un petit peu l'impact des mesures du gouvernement de l'Arizona, donc gouvernement belge, sur l'éducation permanente, bien sûr. Et on aura... Ah ouais, vous l'avez entendu ou pas? Vous la voyez là? Mais pardon? Mais est-ce normal en fait? Bref, je disais donc et nous aurons aussi, 2, militants et donc voilà, 3 interviews ce matin, donc un travailleur de, Présence et Action culturelle, 2 militants, communistes et révolutionnaires. Petite, présentation pour, les gens qui ne te connaissent pas, hein, évidemment. Donc je t'ai invité à participer à ce live où on fait un peu le tour des revendications sur ces 3 jours de grève ici. Et toi, tu es le co-directeur de Présence et Action, culturelle. Qu'est-ce que c'est du coup? Alors, présence et action culturelle, d'abord, bonjour à toutes et tous. Comme vous pouvez le voir derrière moi aujourd'hui, je ne suis pas au bureau, je suis en grève aujourd'hui. Vous le voir, je suis dans mon domicile. Présence et action culturelle, en fait, on est un mouvement d'éducation permanente. On est reconnu par la Fédération Wallonie-Bruxelles. Et en tant que mouvement d'éducation permanente, qu'est-ce qu'on fait en éducation permanente? C'est qu'on propose une analyse critique de la société. En fait, on défend les droits de la population et on va venir réclamer de nouveaux droits lorsque ça s'avère nécessaire, et le tout dans une optique d'émancipation individuelle et collective. Alors, chez Présence et Action culturelle, on a un siège principal à Bruxelles, et puis on a 11 régionales réparties un peu partout sur la Fédération Wallonie-Bruxelles. Et de manière très schématique, on propose des animations, on propose des formations, on propose des analyses et des études, et on fait également des campagnes de sensibilisation et d'information. Alors, comme on en avait discuté, au téléphone ensemble, vous êtes, notamment financé en partie ou en tout cas reconnu par la Fédération Wallonie-Bruxelles. Alors on sait que là aussi il y a eu, des changements, mais aujourd'hui c'est vrai qu'on se concentre de manière générale sur, le fédéral, Mmh. même si en fait, il y a eu des mesures à tout niveau de pouvoir depuis la mise en place, après les dernières, élections des gouvernements respectifs. Mmh. Quand on, milite comme ça pour la liberté, des gens, pour une meilleure, formation, pour, justement pour l'émancipation un petit peu de cette, de la population en général et qu'on a un gouvernement qui restreint certaines des libertés, comment est-ce que vous vous positionnez aujourd'hui par rapport à ces mesures? On a une certaine vision méta, je vais dire, de ce qui se passe actuellement, et ce qu'on peut voir en tout cas, c'est qu'il y a une réelle attaque contre les corps intermédiaires en Belgique. Les corps intermédiaires, c'est quoi? Ce sont les mutuelles, ce sont les syndicats et c'est tout le tissu associatif. Toutes les structures, toutes les institutions qui font l'intermédiaire entre la population et le politique, et on voit, qu'il y a des réelles attaques, en tout cas pour appauvrir et pour venir, voilà, déforcer nos missions qu'on peut effectuer aujourd'hui, et voilà, ça nous inquiète très fortement parce que, heu, c'est une réelle attaque également contre la démocratie actuellement, quoi. Oui, oui, tout à fait. On verra, tout à l'heure aussi, la fameuse carte blanche que vous avez notamment, partagée sur, des mesures du style, qui concernent la dissolution d'associations et cetera. Donc c'est une atteinte à la liberté et à l'expression aussi, évidemment, qui est, essentielle en plus quand on est dans l'éducation permanente. Mmh. Hem, de quelle manière est-ce que vous, demain, toutes ces mesures-là vont impacter votre travail au quotidien? Est-ce que vous sentez que les personnes avec qui vous allez travailler vont être, plus précarisées, moins ancrées à venir vers vous aussi? Parce que quelque part, il faut des certaines libertés pour pouvoir s'engager sur autre chose. Est-ce que ça ils vont pas arriver la corde au cou en vous disant: «En fait, je peux plus»? En fait, nous, en éducation permanente, on ne propose à très large majorité que des rencontres, des animations, des rencontres et débats qui sont gratuites. Mmh. Parce qu'on s'attaque, on parle surtout, on est toujours en discussion avec une population qui est marginalisée,
qui se trouvent en situation de fragilité. Donc je veux dire, on côtoie justement les impacts directement des mesures qui sont prises au gouvernement. Ouais. Je vais vous donner un exemple pour ça. Par exemple, on forme des écrivains et des écrivaines publiques chez Présence et Action culturelle. Ça fait plus de 20 ans qu'on forme des personnes qui viennent aider la population, qui ont des difficultés à lire et à écrire, qui viennent les aider bénévolement. On a comme ça plus de 200 écrivains et écrivaines publics qui sont formés en Wallonie et Bruxelles et qui viennent ben voilà, porter un coup de main à cette population qui se retrouve. Il faut rappeler quand même les chiffres de Lire et Écrire, de l'association Lire et Écrire, qui rappelle chaque année qu'une personne sur 10 se retrouve en difficulté soit de lire, soit d'écrire, donc en situation d'analphabétisme. Mmh. Et donc, on voit ce fossé qui s'agrandit de plus en plus. Et ici, notamment, avec l'exclusion qui seront prévues des chômeurs et des chômeuses à partir du 1er janvier 2026, oui, ça va avoir un impact énorme. Ça va Mmh. avoir un impact très grave sur la population. C'est toute une partie de la population qui avait des revenus issus des allocations de chômage et qui vont se retrouver du jour au lendemain sans rien. Parce que le message qui est souvent passé, c'est de dire oui, mais ces personnes iront au CPS. Certaines iront au CPS, mais d'autres personnes qui vivent avec quelqu'un qui a déjà un revenu, elles n'auront pas droit au CPS. Et Ouais. donc, du jour au lendemain, ces gens vont se retrouver sans rien. Alors, Mmh. elles pourront peut-être retrouver un emploi et on voit très bien la précarisation de l'emploi aujourd'hui, mais celles qui se retrouvent sans emploi vont se retrouver totalement sur les radars. Et donc, c'est des personnes qui vont se retrouver en grande précarité demain et on sait ça, c'est à partir du 1er janvier 2026, c'est une première phase. C'est une première phase de suppression des allocations de l'emploi. Il y en aura 5 qui sont prévues en tout. Donc on s'attend vraiment à un appauvrissement très important de la population. Oui et puis il y a une, comme on l'évoquait, juste avant, notre interview, il y a aussi, le fait tu parlais d'un public parfois marginalisé, d'un public, parfois qui a des difficultés à avoir accès, en fait, à certaines informations, d'où votre rôle important d'éducation permanente pour pouvoir les accompagner, pour arriver à décrypter aussi ce qui se passe autour. Parce que quand on manque de certaines bases, c'est pas facile de comprendre des mesures du gouvernement, des accords budgétaires et cetera. Donc vous êtes quelque part un peu là pour leur mâcher le travail et surtout leur dire: voilà de quelle manière, ça se passe et comment est-ce que vous avez un rôle à jouer. Mais comment est-ce qu'on se positionne quand, en fait, on a un gouvernement au-dessus de nous qui fait tout pour faire culpabiliser ces personnes-là, en fait? Mais c'est justement ce que vous dites, c'est on est là pour redonner du sens. Mmh. On est là pour redonner du sens, pour, venir décrypter avec la population et pour expliquer ce qui se passe et surtout ce qui les attend demain, de venir analyser avec elles, avec eux les situations. On voit par exemple, on avait fait une grande campagne à l'époque aussi contre le statut cohabitant, mais le statut cohabitant, c'est quelque chose de très technique. Nous, on vient justement expliquer la situation avec des éléments concrets, avec des éléments de la vie de tous les jours et on est là évidemment pour décrypter la politique et la rendre pédagogique, la rendre claire. Évidemment, ça ne plaît pas toujours, quoi et donc c'est parfois évidemment des remarques qu'on reçoit ou alors des invectives qu'on reçoit également en disant: «Vous n'êtes pas neutre». Nous, ce qu'on fait, en fait, on fait de la politique parce qu'on vient décrypter ce qui se passe actuellement et on vient expliquer les choses clairement pour la population. Parce qu'on peut le voir, évidemment, toutes les mesures qui sont prises aujourd'hui, toutes les mesures qui sont annoncées, et cetera, pour une grande partie de la population, ça ne veut pas dire grand-chose. Et donc, nous, on a tout un travail à venir détricoter. Et ça, on fait ça avec d'autres associations, bien évidemment, on n'est pas les seuls. On travaille avec les autres associations qui sont reliées aux mutuelles, qui sont reliées aux syndicats également, les autres associations d'éducation permanente pour venir apporter du sens et en fait venir apporter du collectif. Ouais. Là où parfois les gouvernements actuels tentent d'individualiser les personnes, nous ce qu'on veut c'est absolument rassembler les gens, travailler avec eux, se mettre ensemble et se mettre que voilà, avec de l'intelligence collective, en travaillant toutes et tous ensemble, en fait, on peut être une force de pression également vis-à-vis du gouvernement actuel, quoi. Et rassembler les gens, ça c'est important que tu le soulignes puisque, n'oublions pas que parmi les mesures, il y a cette idée de remettre aussi des personnes malades au travail parce que le gouvernement, de nouveau, table sur le fait qu'il y a des gens qui mentent. Donc à partir du moment où un gouvernement estime que sa, population triche, comment créer une relation de confiance, avec la population? C'est très compliqué. D'ailleurs, on voit qu'elle est brisée cette relation. Mais le plus fou, c'est surtout qu'on voit qu'à cause de ce type de discours, je ne sais pas si en as eu l'expérience, c'est qu'on a des travailleurs qui vont tenir désormais un discours qu'ils n'avaient pas avant de dire: «Oui, ben moi j'en ai marre de travailler et de cotiser pour des gens qui en foutent pas une parce qu'ils ont jamais fait d'efforts pour aller bosser, donc ils ont été toute leur vie au chômage» ou alors: «Oui, c'est bien beau de dire qu'on a mal au dos, mais au final on sait que tu mens». C'est terrible ça aussi de renouer vraiment des liens entre une population que le gouvernement arrive à déchirer en fait.
Oui, c'est terrible et c'est justement là la volonté de remonter les uns contre les autres, telle partie de la population contre telle autre partie de la population. Enfin, c'est depuis les élections, la période préélectorale de 2024, on voit que c'est totalement ce qui est à l'œuvre. Et Mmh. donc oui, c'est quelque chose évidemment que l'on combat et qu'on veut absolument redonner du sens et redonner du sens collectif à nos combats. Et c'est notamment tout le combat pour la sécurité sociale et de préserver la sécurité sociale et de tout faire pour que cette sécurité sociale soit non seulement maintenue, mais qu'elle soit encore plus élargie pour pouvoir aider encore plus la population demain. Il y a vraiment tout un travail, excusez-moi, de conscientisation à faire là-dessus, et il y a vraiment tout un travail politique à effectuer en effet, quoi. Mmh. Concrètement, dans les faits, demain, présence et action culturelle, comment est-ce que vous allez justement mettre des choses en place? Est-ce qu'il y a il y a il y a il y a des rassemblements, il y a des informations qui vont circuler? Vous allez peut-être, contacter certaines personnes qui sont, ben, voilà, bénéficiaires de vos formations et cetera. Qu'est-ce que vous allez mettre demain en place pour renforcer cette solidarité? Mais nous, la conscientisation, elle passe, je vous dis, par plein d'activités complètes, plein Mmh. d'animations qui sont faites sur le terrain. C'est pour ça qu'on a notamment 11 régionales qui travaillent avec chaque spécificité, parce que voilà, la Belgique, je veux dire, toutes les situations ne sont pas les mêmes. Chaque entité, chaque région a ses propres spécificités, a ses propres problématiques. Et ça, nos animateurs, nos animatrices sont sur le terrain pour venir travailler avec elles et avec eux. Et puis au niveau plus national, enfin sur la Fédération Wallonie-Bruxelles, on fait partie aussi de certaines coalitions. Donc, par exemple, tu évoquais là tantôt la loi Quintin. Mais nous, on fait partie de cette coalition, justement, cette coalition droit de protester, qui viennent euh, ensemble, avec plusieurs associations, avec plusieurs corps intermédiaires, Mmh. justement, venir détricoter ça et venir voilà, combattre ces lois. Et notamment, ben, cette terrible loi Quintin qui voudrait venir du jour au lendemain dissoudre des associations qui seraient jugées extrémistes. Mais extrémistes sur base de quoi? Si en effet, il y a un problème d'extrémisme d'une façon ou d'une autre, de violence d'une façon ou d'une autre, ce n'est pas aux politiques de venir en juger ça, mais bien au judiciaire. Ce Ouais. qui a pu déjà se passer auparavant. Or, ici, la séparation du judiciaire et du politique, c'est quand même une des bases de la démocratie. Donc Mmh. voilà, ça fait partie des combats que l'on mène et que l'on continuera à mener demain. Et puis aussi, c'était toute une conscientisation aujourd'hui de nos publics par rapport mais voilà, au droit de grève, à la possibilité de continuer d'exercer ce droit de grève Mmh. et de pouvoir encore le continuer demain. Donc je veux dire, c'est vraiment tout un suivi qui est fait tout au long de l'année avec l'actualité politique pour continuer à mener des combats progressistes pour demain. Ouais, tout à fait. Sur le plan un peu plus, culturel, est-ce que on a, une crainte de votre côté justement d'un appauvrissement culturel en Belgique? Que beh, on a vu aussi qu'à certains moments, le statut d'artiste a été menacé. Avec les personnes exclues au chômage, ça va être le cas. Certaines personnes ne vont plus avoir l'occasion, notamment de en partie, pouvoir exercer leur art et Mhm. travailler sur le côté. Ils vont devoir, travailler de façon, complète au final. Là aussi, il faut absolument que le gouvernement mette en place une certaine protection au final de la culture en Belgique. Oui, bien sûr, c'est vraiment nécessaire, mais à partir du moment où, à la base, on a un appauvrissement généralisé de la population, Ouais. comme on le voit avec une non-indexation des salaires, comme on le voit avec une hausse des accises sur le gaz, avec d'autres mesures qui sont prises, bah, à ce moment, la population, elle va devoir se poser la question aussi de Mmh. savoir qu'est-ce que je fais avec l'argent qui me reste. Il va falloir se nourrir, si on a une famille, il faut aussi nourrir ses enfants, il faut pouvoir aller à l'école, etc. Donc, il y a des choix nécessaires qui vont s'opérer et on voit aussi qu'il y a certains glissements aussi de produits de 6 à 12%. Ben oui, à un moment, la note à la fin du mois, elle est là. Et donc, en effet, il y a une certaine protection qui va devoir avoir lieu pour que ça puisse continuer à s'organiser. Mais à partir du moment où on appauvrit à la base déjà même la population, ben, évidemment, tout ce qui est plus culturel a tendance à évidemment à passer à la trappe. Et Ouais. donc, oui, il y a une certaine crainte, évidemment, quoi. Et donc dans ce qu'on était juste en train de voir avant notre interview, salaire, allocation de chômage, pension qui continuent d'augmenter grâce à l'indexation. Au final, c'est un peu c'est un peu trop beau, dans les faits, ça va malgré tout appauvrir, la population. Quand on impose un certain plafond, et cetera, allocation de chômage, ou de pension avec un plafond, de 2 000 € brut, c'est ridicule, hein, 2 000 € brut, je ne sais pas si vous vous rendez compte. Avec un plafond pour les salaires avec un 4 000 € brut, l'année prochaine et en 2028, on nous annonce ça presque comme une victoire, mais au final, c'est tout l'inverse. Mais bien sûr, c'est tout l'inverse et c'est surtout, en fait, que le coût de la vie va continuer à augmenter. Mmh.
c'était une particularité belge d'avoir l'indexation automatique des salaires. Ouais. On se souvient bien à la crise énergétique il y a quelques années, on a eu 4 ou 5 indexations sur l'année, ce qui a permis de suivre l'évolution des prix à ce moment-là et de tenter autant bien que mal de pouvoir survivre parce que l'augmentation des coûts de la vie sont toujours quand même plus importants que l'indexation de 2. Or ici, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'on va venir plafonner. On va venir plafonner à 4 000 €, qui est un peu au-dessus du salaire médian, mais bon nombre, la moitié de la population se retrouve avec un salaire quand même de la population qui travaille se retrouve avec un salaire au-dessus de 4 000 €. Et Mmh. donc, il y a quand même toute une partie de cet argent-là qui ne sera pas indexé. Et donc, d'office, ben, on ne s'ouvrira plus la courbe de l'évolution du prix des biens de tous les jours. D'autant plus que ça ne comprend pas toutes les augmentations du gaz, etc. Ouais. Donc, je veux dire, on va quand même avoir un appauvrissement de la population qui sera là, d'une façon ou d'une autre. Et oui, donc ça va être un appauvrissement généralisé, d'autant plus que cet appauvrissement, ce qui n'est pas indexé, mais ne sera pas récupéré à un moment ou à un autre. Donc Mmh. je veux dire, c'est un appauvrissement à vie et ça se répercutera encore plus sur la pension. Et puis par la suite, pour le calcul de la pension, et cetera. Et on voit bien que les pensions seront également rabotées. Donc oui, on va assister à un appauvrissement généralisé de la population. Face à un gouvernement, de droit, de centre droit soi-disant, mais de droit de manière générale, et des mouvements, de gauche, dans les rues, on y croit pour gagner cette bataille ou c'est peine Bien sûr qu'on perdue, y croit. ouais? Bien sûr qu'on y croit, il faut continuer à se battre parce que sinon on arrête tout. Donc, mais non, bien sûr qu'on continue à se battre. Mmh. Je prends l'exemple d'un autre combat qu'on avait mené avec la coalition droit de protester. Mmh. C'était concernant le droit de manifester à l'époque, hein. On était plus restreint sur la manifestation et non plus sur la protestation, mais sur la Ouais, manifestation. ouais, ouais. Ils ont fait marche arrière à l'époque quand même, Mmh. suite aux mobilisations. On voit bien ici qu'il y a certains reculs quand même qui ont lieu, notamment au niveau des pensions, et cetera. Ouais. Voilà, bien sûr qu'on y croit. Bien sûr qu'on y croit et c'est face à la enfin, c'est grâce à cette mobilisation qu'on peut faire un rapport de force. Mais Mmh. pour ça, il y a cette nécessité de faire ce travail de revendication toutes et tous ensemble et de ne pas se laisser justement lézarder parce que le gouvernement, bah, c'est la volonté que voudrait avoir le gouvernement en tout cas. Ouais, tout à fait. Alors je reviens juste sur la remarque de Nao qui nous dit, avec le brut à 4 000 K, donc dans le public, 13 ans d'ancienneté, je suis même pas à 3 200. 4 000 brut, c'est pas tout le monde, ça doit être un petit pourcent. Alors c'est sûr que dans le public, évidemment, c'est peut-être pas, Mmh. les plus peut-être que ça concerne le 4 000 brut concerne peut-être plus les gens dans le privé, mais c'est le salaire médian, donc 50. Voilà, nous dit Elisa, qui manie les chiffres telle une reine et donc qui s'y connaît, très, très bien. Donc merci. Je pose une question un peu colle pour terminer. 3 jours de grève, nationale, d'autres jours de grève sont à venir, d'autres manifestations, d'autres mobilisations et cetera. Je suis, une travailleuse, qui n'a pas le choix de me rendre au boulot. Je fais un travail physique, j'ai un petit salaire et cetera. 3 jours de boulot en mois, pour moi, c'est énorme. Et pourtant, j'ai du mal en plus à me rendre au travail parce que les transports sont, et cetera. Donc je subis ces 3 jours de grève nationale et pourtant, comment est-ce que tu me réponds pour m'expliquer que cette mobilisation, elle est plus que nécessaire aujourd'hui? Bah, elle est plus que nécessaire parce que, si on voit bien dans la situation vers laquelle on va, ces milliards d'économies qu'il y a effectuées, on voit bien que ça va appauvrir de plus en plus et donc il y a vraiment une nécessité de se battre aujourd'hui. Alors je comprends en effet que ça peut entraîner certains, désagréments et que ce n'est pas facile, c'est sûr, mais il y a une nécessité quand même de combattre et de faire tout ce qu'on peut en tout cas contre ces mesures gouvernementales. Parce qu'il ne faut pas oublier non plus que ce qui était annoncé pour le moment n'a pas encore été traduit Oui. dans des textes de loi non Ce plus. sera Donc c'est-à-dire attention, ce sera demain entre autres, hein, et présenté à la chambre, voté vendredi en partie, en c'est partie, ça, parce hein? qu'il y a plein de modifications, Oui, il tout y a à plein fait. de lois qui sont sur la table et donc il y a une nécessité de faire barrage à ça. Il y a une nécessité, à un moment ou à un autre, de dire: «Stop, on ne peut plus aller plus loin» parce que sinon, ben voilà, les résultats vont être complètement désastreux. Il faut tenir Mmh. jusque enfin, on a quand même jusqu'en 2029, hein, donc et ce n'est le gouvernement l'a déjà annoncé que d'autres mesures seront prises par la suite. Donc à un moment, si on veut pouvoir survivre, beh, oui, il y a nécessité à ce moment, de bloquer le pays ou de bloquer certains secteurs pour montrer que c'est hors de question et qu'on ne veut absolument pas participer à cela. Mmh. Merci beaucoup en tout cas Pierre, d'avoir, répondu à mes questions, de nous avoir, donné, ton point de vue sur les réformes, et donc tes revendications. Je ne sais pas si tu as quelque chose à ajouter? Hem, n'hésite pas.
évidemment. Mais je pense qu'évidemment, on a fait, pas mal le bilan, en tout cas, très intéressant d'avoir une personne évidemment engagée dans l'éducation permanente. Donc je rappelle évidemment Pierre, tu es co-directeur de présence et action culturelle. Un grand, grand merci à toi donc. Peut-être qu'on se reparlera évidemment, de vive voix bientôt. J'aimerais bien, organiser un prochain petit live avec pas mal d'intervenants sur une autre question, mais qui sera d'autant plus importante aussi en ce moment. Merci beaucoup. Évidemment, on vous souhaite le meilleur pour la suite. On vous souhaite que vos plans qui sont en cours fonctionnent. Et n'hésite pas, évidemment, à me contacter si vous avez de l'actualité, des événements que vous faites, etc. Voilà, le chat te dit aussi merci donc, pour l'intervention. Voilà, donc n'hésite pas si vous avez de l'actu et tout le reste, on suivra évidemment de près ce que vous faites. Voilà. Avec grand plaisir, mais surtout à tout le monde aussi, si vous avez l'opportunité d'aller peut-être jeter un œil sur notre site internet, pac-g.be, où là, vous avez toutes les animations qu'on fait, toutes les activités que l'on mène. Voilà, je Vous vous le pouvez mets dans le également vous inscrire chat. sur le newsletter, vous aurez toutes les informations. Comme ça vous montrera vraiment toute l'étendue, je vais dire, de nos actions sur le territoire. Et puis, ce serait peut-être l'occasion aussi, on a lancé une campagne ici, et ça, c'est un angle mort dont on n'a pas parlé, et Mmh. pourtant, on sait quand même que ces personnes sont particulièrement bien impactées, c'est tout ce qui concerne les politiques migratoires. Ouais. On a lancé une grande campagne sur l'indignité des politiques migratoires menées actuellement en Belgique depuis un certain temps et encore plus avec le dernier gouvernement. Donc voilà, c'est un angle mort dont peu de personnes parlent, mais il y a tout un intérêt quand même à en discuter parce que là, la question des droits humains est largement mise à mal. Et on sait très bien que si on ouvre des boîtes de Pandore sur certains droits humains, certains droits qui sont bafoué pour une partie de la population, demain pourrait l'être pour une autre partie de la population. Et il y a vraiment des portes dangereuses qui sont ouvertes actuellement et dont il faut parler. À très bientôt, évidemment. Et puis on se tient au jus, comme je dis toujours. Avec grand plaisir. Merci beaucoup pour l'invitation. Avec plaisir. Très belle journée, Pierre. Au revoir. Bonne journée, hein. Et voilà, les petits amis, première intervention ici dans ce live. J'espère que vous avez trouvé ça intéressant. On explore différentes pistes, on écoute différents angles de vue de ces revendications, de ces mesures du gouvernement. Quoi qu'il arrive, je pense qu'on l'a lu dans la majorité des choses qu'on a abordées aujourd'hui. La casse sociale, l'appauvrissement, oui, alors, je sais plus parler, moi, parfois. Je suis un peu fatiguée aujourd'hui. De la population, c'est un fait. Ce n'est pas des interprétations. C'est un fait. Tout simplement. C'est intéressant aussi d'avoir votre point de vue. Donc, n'hésitez pas, bien sûr, à poser des questions à nos invités, etc. Let's go. Regardez, on a notre duo d'invités. Incroyable. Youp. Bonjour Isabelle, du coup, bienvenue. Bonjour. J'espère que tu vas bien. Bienvenue sur ce live streaming, ce nouvel exercice pour toi, tu me disais. Oui. Mais c'est cool. Donc voilà, donc aujourd'hui, alors je mets un petit contexte pour nos spectateurs dans le chat. Donc moi, j'avais envie d'avoir les différents sons de cloche. Bonjour aux intervenants, nous disent le chat. J'avais envie d'avoir les différents sons de cloche sur ces 3 jours de grève et les récentes mesures du gouvernement Arizona, mais pas que, hein, des gouvernements en général, parce qu'ils sont tous mis d'accord pour faire un peu de la merde en ce moment. Voilà, on va pas se mentir. Pourquoi pas avoir un point de vue qu'on n'a pas souvent, c'est le point de vue de militants communistes, parce que autant on vous entend parfois, mais de manière générale, dans les médias, il n'y a pas beaucoup de représentation. Et pour moi, je trouvais l'exercice hyper intéressant de comprendre vos revendications, votre positionnement, votre mode de fonctionnement, etc., puisque il y a des questions qui tournent autour des élections et autres. Mais donc, on va voir ça, tout ça ensemble. Donc, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation, évidemment. On va débuter avec tout simplement cette peut-être présentation. Est-ce que vous pouvez, à tour de rôle, Isabelle, ladies first, of course, te présenter en premier, qui tu es, que fais-tu et voilà. Merci. Alors, je m'appelle Isabelle, je suis une militante de lutte ouvrière. C'est une organisation communiste révolutionnaire. Je précise que communiste révolutionnaire, ça veut dire que je pense que les travailleurs devraient diriger la société, qu'une autre société est possible,
mais que je ne pense pas que c'était le communisme en Russie sous Staline ou que c'est le communisme en Chine aujourd'hui. Voilà, enfin, on en parlera plus tard s'il faut, Mmh. mais pour dire que je suis contre la dictature, les dictatures qui se sont faites au nom du communisme, mais surtout aujourd'hui la dictature de la bourgeoisie. Et à part ça, pour gagner ma vie, je suis enseignante dans le secondaire. Je suis professeure d'histoire. Donc doublement concerné par la situation actuelle en plus, par ton C'est combat et par ta profession, évidemment. Du coup, Marion, je t'en prie. Oui, donc moi je m'appelle Marian, donc je suis aussi militant communiste révolutionnaire chez Lutte ouvrière hein, depuis quelques années, puisque quand on voit la direction que prend cette société quand même, avec toujours plus de guerres, avec effectivement toujours plus d'inégalités, avec une petite minorité de la bourgeoisie qui s'enrichit toujours plus, bon, ben, moi je me dis qu'il faut absolument mettre fin à ça, alors qu'il y a toujours plus de richesses. Enfin, on voit en même temps les coffres qui débordent du côté des milliardaires. Et donc, effectivement, on se dit que le fond du problème n'est pas la quantité de richesse, mais le fait qu'il y a une petite minorité qui a un pouvoir immense. Donc, c'est ça qui m'a amené vers les idées communistes, qui sont, à mon avis, les seules qui peuvent permettre de mettre fin à cette dictature, effectivement, de la bourgeoisie. Mmh. Et donc, par ailleurs, je travaille aussi dans le monde associatif. Euh, voilà, donc on pourra en parler aussi un petit peu. Beh, tout à fait, puisque juste avant, en plus, on lisait une carte blanche avec cet avant-projet de loi qui peut menacer certains groupements et associations. Donc, ce sera l'occasion aussi d'en toucher un mot. Beh, tout d'abord, pour ceux qui ne connaissent pas Lutte ouvrière, si vous pouviez un petit peu introduire quelles sont les valeurs que défend ce parti, quelles sont un petit peu, comment est-ce que vous vous placez dans la société? Comme tu le disais déjà, Isabelle, c'est nous, on se place clairement au niveau des travailleurs et c'est eux qui devraient gérer en tout cas le pays. Alors, Lutte ouvrière, donc on est une organisation communiste trotskiste, c'est-à-dire que, enfin voilà, ça fait quand même des milliers d'années qu'il y a des riches et des pauvres dans la société, qu'il y a des classes sociales, et puis depuis 200 ans que le capitalisme règne en maître, il y a principalement aujourd'hui deux classes. Les travailleurs qui produisent toutes les richesses, qui font tourner toute la société, et la bourgeoisie, les propriétaires des usines, des banques, qui, sous prétexte de leur titre de propriété, décident de tout. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la société, c'est pas seulement en Belgique, c'est dans le monde entier. Tout ce qu'on produit, c'est pas en fonction des besoins humains, c'est en fonction du fait que la bourgeoisie va faire du profit. Et nous, on s'inscrit dans le courant communiste qui est de dire, nous, les travailleurs, on est des milliards sur Terre, on produit tout, de la nourriture, on construit les bâtiments, on soigne les gens, on les éduque. Et c'est nous qui devrions euh, décider de ce qu'on fait et comment. Et on devrait diriger la société et il faudrait pour ça exproprier la bourgeoisie. Ils auront qu'à travailler comme tout le monde parce que autant au début du capitalisme, c'est sûr que la concurrence entre bourgeois, ça a permis un énorme progrès. Alors un énorme progrès, certes, mais déjà au prix de la colonisation, au prix du travail des enfants, mais ça permettait encore un progrès au 19e siècle. Et aujourd'hui, cette course au profit, elle bloque tout le développement de la société. Même on recule. Alors on en parlera, mais toutes les guerres, le capitalisme, ça a toujours été la guerre. Ça a été les guerres coloniales, ça a été déjà 2 guerres mondiales. Là, aujourd'hui, il y a de plus en plus de conflits. Et nous, on pense que ces guerres, elles n'ont lieu que à cause de la concurrence des groupes capitalistes. Et nous, on s'est inscrit justement dans le mouvement ouvrier qui a essayé de renverser cette société, de prendre le pouvoir à la bourgeoisie, parce que pour revenir un peu plus actuellement, là, on est en train les 3 jours de grève auxquels on assiste aujourd'hui, Mmh. c'est des tentatives d'essayer d'aller contre une dégradation de nos conditions de vie et de travail. Il y a eu des époques où on a gagné des améliorations dans nos conditions de vie, mais nous, on voudrait que pour pas à chaque génération devoir se rebattre à nouveau pour des choses qu'on avait gagnées dans le passé, on pense qu'il faudra abattre carrément cette société et en construire une nouvelle. Ouais, donc on recommence
2-0. Justement, dans votre manière de fonctionner, là, Marion, tu pourras peut-être nous l'expliquer. Il y a cette idée que justement, les élections, c'est pas forcément une bonne chose en fait pour que la société soit fonctionne en tout cas dans son fonctionnement général. Alors, on ne dit pas que les élections sont une mauvaise chose Ouais, ouais. en soi, hein. Le fait qu'il y ait de la démocratie et qu'on puisse s'exprimer, combien même elle soit limitée, c'est quand même mieux que ce qu'il n'y ait pas d'élection du tout. Mais malgré ça, effectivement, nous, on s'appuie en fait sur l'analyse marxiste aussi pour voir que dans cette société, en effet, il y a une classe capitaliste, une classe bourgeoise qui a le pouvoir et qui a non seulement le pouvoir économique, mais qui a aussi la main sur le pouvoir politique, qui a la main sur l'État, et qu'en fait l'État, c'est pas, comme on le présente souvent, une entité qui serait au-dessus des classes sociales, qui serait un espèce d'arbitre, mais Mhm. en réalité, on le voit d'autant plus aujourd'hui avec ce gouvernement, mais en réalité tous les autres gouvernements, qu'ils soient de droite ou de gauche, en fait, ils sont au service du capitalisme, ils sont au service de ces milliardaires. Et simplement, c'est pour dire, même s'il y avait des gouvernements qui sincèrement voulaient changer les choses, bah, le capitalisme, les capitalistes ont un certain nombre de leviers qui permettent d'empêcher ça. Par exemple, la dette. Hein, si un gouvernement voulait faire des investissements qui ne plairaient pas au capitalisme, bah, il pourrait tout simplement dire à travers les banques, bah, nous, on ne vous prête pas d'argent. C'est ce qui s'est passé en 2013, par exemple, avec Tsipras et avec le parti Syriza en Grèce, où voilà, et donc on voit que finalement c'est pas effectivement au niveau du gouvernement qu'est véritablement le pouvoir. Et donc nous face à ça, bah, ce qu'on dit c'est que finalement le capitalisme il nous exploite, il nous emmène vers la guerre, il nous emmène vers des catastrophes. Eh bien, on est quand même une majorité de la population, une immense majorité, à n'avoir aucun intérêt dans ce système. Hein, les travailleuses, les travailleurs, et quand nous on dit le camp des travailleuses et des travailleurs, on parle autant des pensionnés, des personnes au chômage, etc. Mhm. Donc pour nous, c'est toutes les personnes qui n'exploitent personne d'autre, en fait, font C'est partie de ça. ce camp du travail. Et ben, on est la majorité de la population. Et finalement, bon, aujourd'hui, on voit qu'il y a un certain nombre de journées de grève, de lutte, etc. Ça reste relativement limité. On a assez peu confiance dans notre propre force. Mais Mhm. en réalité, on est la majorité de la population. Et en se mobilisant, nous, on est convaincus et on le voit dans l'histoire. En fait, c'est pas juste voilà, une croyance. C'est parce qu'on voit dans l'histoire que les travailleuses et les travailleurs ont été capables non seulement de renverser des gouvernements, mais y compris de prendre le pouvoir et de reprendre le pouvoir dans des entreprises, etc. Et de se mobiliser massivement. Et donc, effectivement, nous, c'est ça qui nous amène à nous dire que c'est l'avenir de l'humanité. Elle se trouve dans cette classe sociale des travailleuses et des travailleurs qui font tout tourner dans la société, Mhm. qui produisent toutes les richesses, et sans lesquelles, d'ailleurs, les capitalistes n'auraient pas de pouvoir eux-mêmes, puisque tout le pouvoir qu'ils ont, ils le tirent de l'exploitation du travail, quoi, finalement. Ouais, on c'est dans une idée d'État-providence, mais réelle, du coup, dans les faits, puisque parfois on annonce que certains États fonctionnent comme ça et que dans les faits, ce n'est pas le cas. Il y a la réaction d'Elisa, du coup, dans le chat qui nous dit: «C'est intéressant de voir votre pensée à cet effet, mais je ne rejoins pas trop ces constats. Après, j'ai suivi des études en économie et je suis biaisée par le paradigme néolibéraliste». On dit toujours de la Belgique et d'ailleurs on le voit, en fait, très, très fort aujourd'hui, par, les revendications, les gens dans les rues, et ces jours de grève. La Belgique, c'est un peu un État libéral qui est peuplé d'idées de gauche, qu'on essaye en fait de coïncider. Et on voit qu'aujourd'hui, de toute façon, ça ne peut plus fonctionner. On a un gouvernement libéral de centre droit, voire plus de droite, dans leurs dernières mesures, face à une protestation totalement de gauche. Euh, je- Tu permets que je réponde? Je ne te vois pas, alors je ne sais pas si on m'entend. Oui, on t'entend, on te voit, nous, d'office. Moi, vas-y, je vous en prie, un des deux, si vous voulez répondre à ce constat. Moi, ce que j'ai envie de dire, c'est que là, toutes les économies du budgétaire qui sont annoncées depuis un an, en réalité, c'est pas tout à fait neuf. Ça fait longtemps qu'on fait des économies dans les services publics, dans les services utiles à la population. Là, il y a un coup d'accélération dans la dégradation Mhm. pour tout le monde. Mais j'ai envie de dire quand même que c'est pas propre à un gouvernement de droite. Bien sûr, c'est beaucoup plus violent dans l'expression. Enfin, ils sont très méprisants des travailleurs, c'est certain.
mais quand même, on a eu des gouvernements de gauche dans le passé qui ont fait ces économies-là aussi. Dans l'enseignement, par exemple, les dernières grandes coupes budgétaires, c'était quand même le PS déjà. Et Ouais. donc, et puis là, en Belgique, pour le moment, on a un gouvernement de droite, mais en Angleterre, c'est soi-disant un gouvernement de gauche. Enfin, ces économies auxquelles on est en train d'assister, nous, ici, c'est un phénomène quand même mondial. Aux États-Unis, il y a eu énormément de licenciements dans l'administration. Mmh. Dans tous les pays d'Europe, ils mènent les différentes coalitions gouvernementales mènent quand même les mêmes attaques. Parce que la gauche, la droite, moi je pense que ça fait longtemps que ça ne veut plus rien dire. C'est quand même tous des partis qui ont décidé d'administrer les affaires de la bourgeoisie. Et c'est au nom de sauver les profits des entreprises qui prennent enfin, ils disent pas ça comme ça, ils disent il faut bien rembourser la dette, mais c'est à qui cette dette? C'est qui ces banquiers? Ils sont milliardaires, pourquoi on va encore les engraisser? Et puis Mmh. là, il y a des budgets militaires. Donc on hausse les budgets militaires et on économise dans la culture, dans la santé, dans l'enseignement. C'est des choix politiques. Et moi, enfin, je pense que même là, une des revendications mises en avant aujourd'hui, faire tomber le gouvernement, indépendamment qu'on soit capable d'y arriver ou pas, est-ce qu'un nouveau gouvernement reviendrait sur les mesures qui sont prises C'est aujourd'hui? ce que j'allais dire, c'était ma prochaine question. Est-ce qu'au final, revoter aujourd'hui, ça aurait sincèrement du sens et ça changerait les choses? Pas vraiment selon vous, du coup? Moi, je ne pense pas parce que le problème, c'est que ceux qui décident de la politique, en réalité, c'est pas tellement les politiciens, c'est la grande bourgeoisie derrière qui exige, les banques qui exigent d'être remboursées. Enfin voilà, on nous dit il faut une économie florissante, c'est-à-dire il faut que les entreprises fassent du profit, mais les entreprises, elles font du profit à condition de, de voler leurs travailleurs, en fait, hein, d'augmenter notre charge de travail, de baisser nos salaires. Et Mmh. aujourd'hui, dans la crise actuelle, en vidant les caisses des États. Et ça, tous les partis de gouvernement, aujourd'hui, ils sont d'accord avec ça. Ils sont d'accord de donner des subventions aux grandes entreprises. Hein, là, on nous dit qu'il faut économiser dans tous les services publics. Mais il y avait un rapport récemment qui disait que plus de 50 milliards d'euros par an en Belgique, rien qu'en Belgique, sont donnés en subsides et en baisse de taxes pour les grandes sociétés. Donc, d'un côté, ils disent qu'il n'y a pas d'argent pour la santé, pour les services publics, et de l'autre côté, ils trouvent quand même des milliards de subsides pour des sociétés multimilliardaires. Donc ça, ils ne remettent pas en cause le fonctionnement du capitalisme. Et moi, je pense que ce qu'il faut quand même qu'on ait tous en tête, c'est que la société, elle regorge de richesses. Il n'y a jamais eu autant d'argent. En Belgique, il y a une quarantaine de familles milliardaires. Ils n'ont jamais eu autant de profits. Les coffres forts des actionnaires, ils sont pleins. Et cet argent, il vient quand même de notre travail, de la production des richesses. Mmh. Et je crois qu'on doit avoir ça en tête, que les richesses existent et il faudrait qu'on puisse en profiter. Alors justement, quel est un petit peu votre point de vue? Parce qu'il y a l'idée évidemment révolutionnaire derrière, votre parti, vos valeurs évidemment. Donc, il y a cette idée de lutte, il y a cette idée de contrer un petit peu, mais elle passe par quoi ces 3 jours de grève? Elles sont nécessaires? Vous validez cette mobilisation? Et est-ce qu'au final, selon vous, elle va surtout, amener à quelque chose? Ou vous avez cette impression de mobilisation qui ne va servir à rien? Bah, nous, on pense Moi, je qu'effectivement, pense que les mobilisations, c'est toujours utile, qu'il faut que le monde du travail il se fasse entendre. Déjà, c'est important de dire qu'on n'est pas d'accord avec ces politiques qui ne font que faire payer toujours les travailleurs ou les allocataires sociaux, les pensionnés, toujours prendre de l'argent dans les poches des mêmes. Ben, je pense que déjà, c'est important de dire qu'on n'est pas d'accord. Mmh. Euh, voilà, parce que c'est bon, c'est important de se faire entendre là-dessus. Alors après, est-ce que 3 jours vont permettre de changer les choses? Bah, beaucoup de gens qui sont mobilisés aujourd'hui savent que ça suffira pas. Il faudrait des mouvements de plus grande ampleur. Il faudrait qu'on qu'on- qu'on mette aussi en avant nos revendications. Parce que là, quand on voit les revendications un peu mises en avant, c'est dire non aux nouvelles attaques.
Mais bon, il y a toutes celles du passé. Et puis, il faudrait qu'on apprenne tous à demander ce qu'il nous faut exactement, quoi. Combien il nous faut d'augmentation de salaire, combien il nous faut de budget en plus, de collègues en plus. Voilà, il faudrait des mouvements beaucoup plus grands que ces 3 jours. Mais en tout cas, là, dans ces 3 jours, quand on va discuter sur les piquets, quand on voit, c'est quand même beaucoup de gens qui se mobilisent, même parfois pour la première fois. Et c'est important qu'on renoue avec, les luttes sociales. Et puis, on peut se rendre compte quand même, quand le pays est ralenti comme ça, que c'est nous, les travailleurs, qui faisons tout. Voilà. Et donc, moi, ça sert pas à rien, et il faudrait que ce soit bien plus profond, bien plus puissant, pour vraiment être capable de faire reculer le patronat, quoi. Et justement, tous les 2, là, je pose la question à Marion, vous étiez, d'ailleurs hier mobilisés, dans la rue, notamment, ce qui concerne, les pensions. Quel était un petit peu votre ressenti par rapport aux personnes mobilisées? Est-ce que vous aviez, on parlait d'éducation permanente avec notre invité juste avant. Est-ce que vous aviez cette impression que les gens mobilisés comprenaient aussi les enjeux qui se jouent aujourd'hui dans ces luttes, dans ces manifestations? Bah, Je moi, crois en que tout cas, Marian est ah, déconnecté, non? Non, moi, il est là. Il est là, Ah, il est là. tu m'entends plus, ok. mais en fait, oui. Mais oui, Je- bah, en tout cas, dans les mobilisations, ce qu'on voit, c'est qu'il y a plein de gens qui dénoncent, en tout cas, toutes les mesures qui les touchent directement, Enfin, hein, moi, que ce soit. je veux bien dire ce que j'ai vu hier. Moi, j'étais Elle en nous rouge. entend pas. Ah oui, mais en fait, Isabelle, du coup, Marion est en train de répondre à la question, mais je ne sais pas pourquoi vous 2 vous ne vous entendez pas, mais Non, Moi, moi, je le vois même pas, en moi, fait. j'entends Isabelle, Je, mais apparemment, il je... ne m'entend pas. Ouais. OK, alors, tac, 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 est-ce que peut-être si je fais non, normalement, c'est bon. Je recheck juste. Là, vous êtes normalement, c'est bon. Alors moi, que le fait que vous me voyez pas, c'est normal parce que c'est ma caméra passe par un autre programme Ouais. pour être diffusée en direct, évidemment. Mhm. Mais que vous ne vous entendiez pas entre vous, ça, c'est un peu bizarre, j'avoue. Mais il y a 5 minutes, je vous voyais enfin, je voyais un carré noir pour toi et je voyais Marian et je Ouais. l'entendais. Là, je vois plus que ton carré noir et moi. Ah oui, d'accord. OK, OK. Ce qui est assez, bizarre parce que moi, je vous vois bien tous les 2. Tac, tac, tac. Non, normalement, mes Est-ce paramètres qu'en n'ont pas changé. Je ne sais pas si toi, tu as peut-être, Non, est-ce qu'en se déconnectant et j'ai pas reconnectant vraiment beaucoup de rapidement, choix, ça moi. pourrait. Ouais. Est-ce que tu peux peut-être Voilà. rafraîchir la discussion? Peut-être recliquer sur le lien, Isabelle? Comme ça va peut-être se Oui. remettre en place. Parfois, c'est les petits paramètres qui se modifient. Comme ça, on est sûr, hem, que ça puisse fonctionner. C'est plus facile pour la discussion, évidemment. Hop. Et comme ça, on reprendra du coup, cette question. Alors, je te la poserai, hein, Marion, de savoir un Ouais. petit peu quel était ton ressenti. Voilà, Isabelle de retour. Ça va mieux? C'est Non. Ouais, super. parfait. Mais donc voilà, donc je posais cette question, Ouais. Marion, quel était un petit peu ton ressenti sur les personnes mobilisées? Est-ce que les enjeux étaient clairement compris, acquis? Parce que c'est aussi pas facile, hein, pour la population de se dépatouiller parmi toutes les annonces qu'on nous fait ces derniers jours et ces derniers mois d'ailleurs. Bah, effectivement, moi, ce que je vois, c'est que déjà, ce qui fait plaisir, c'est que c'était une grève qui dépassait seulement un seul secteur. Bon, là, et aujourd'hui, c'est même le privé, etc. Et donc, c'était de voir finalement côte à côte à la fois des travailleurs, des cheminots qui expliquaient effectivement comment ils étaient encore plus touchés par la pension, à côté Mmh. de profs. Bon, ça. Isabelle racontera toutes les attaques en particulier qui sont nombreuses contre les profs, etc. Et le monde associatif. Enfin, on voit que c'est vraiment Ouais. tout le monde est touché, que ça dépasse un seul secteur. Et c'est aussi ça, finalement, qui peut faire que là, ça se voit qu'on a besoin de s'unir au-delà d'un seul secteur. Maintenant, ce que je constate aussi, c'est qu'effectivement, ce qu'on entend beaucoup de la part des syndicats, des partis de l'opposition de gauche, etc., c'est de dire que le problème, ça viendrait de l'Arizona, et uniquement de l'Arizona, et que finalement, en faisant tomber l'Arizona, ça changerait. Et c'est là que pour moi, il y a effectivement vraiment, enfin nous, ce qu'on veut discuter, c'est que ça dépasse largement l'Arizona. C'est ce que Isabelle disait, c'est que c'est dans tous les pays, c'est que c'est de tous les bords politiques. Et donc finalement, que le problème qu'il y a derrière, c'est qu'on est dans un système capitaliste, et que en effet, les capitalistes, ils sont en concurrence les uns avec les autres,
En ce moment, il y a une crise du capitalisme, hein. Alors, c'est pas pour ça qu'ils ont moins de fric qu'avant, mais en tout cas, ils en voudraient plus, hein. Ils ont un peu moins de milliards de profits, enfin, et encore. Mais en tout cas, ils cherchent à avoir plus de débouchés, ils cherchent à conquérir des nouveaux marchés. Et c'est comme ça, en fait, qu'ils viennent. Ce fait-là, voilà, le gouvernement n'est finalement que le masque que prend le capitalisme à un moment ou à un autre. Et pour nous, c'est essentiel de comprendre ça pour se rendre compte qu'effectivement, pour s'attaquer à ces capitalistes qui ont avec eux tout l'appareil d'État, la police, l'armée, etc., parce que quand même, dans ces appareils-là, bah oui, on le voit, il y a les généraux, les dirigeants de l'armée et de la police sont sélectionnés par la police comme étant des gens qui vont être pour l'ordre établi, pour défendre le capitalisme, etc. Et donc, face à tout ça, oui, effectivement, il faut des mobilisations qui doivent être bien plus importantes que celles qu'il y a aujourd'hui. Et c'est justement de ça qu'on peut discuter dans ces mobilisations, qu'il faudra bien plus. Et c'est en prenant conscience de ça que ça va nous renforcer, en fait, c'est sûr. Alors, sans doute qu'on préférerait qu'en 3 jours, on puisse faire reculer le gouvernement, et bien sûr, mais nous, on préfère justement dire la réalité, parce que c'est comme ça qu'on va pouvoir y faire face. Et dire aussi que, justement, là, on voit de plus en plus aussi de répression, on voit de plus en plus la police qui va de plus en plus être agressive en manifestation, on voit Oui. des organisations qui risquent de perdre leurs subsides parce que trop extrêmes, etc. Justement, tout ça, ça montre aussi que quelque part, le gouvernement, les capitalistes sont bien conscients que la population pourrait se mobiliser, est un danger pour elle, et qu'ils préparent déjà la répression, etc., qu'ils préparent déjà la mise au garde à vous de la population, alors aussi en vue de préparer les guerres, etc. Et donc, voilà, on voit que finalement, de leur côté, eux, ils le savent qu'il peut y avoir des mobilisations, et on l'a vu récemment d'ailleurs aussi avec les mobilisations de la Gen Z, etc., Mhm. qui ont quand même fait du bruit, que bah oui, il peut y avoir des explosions sociales comme ça, des millions de gens qui sortent dans la rue, et pour moi, c'est une certitude, c'est que les grands changements, ils viendront pas d'en haut, des gouvernements, des réformes ou quoi que ce soit, mais ils viendront de la population elle-même, quoi. Et quand on a justement des discours, je reprends les termes hier en radio du président de la Fédération des entreprises qui disent oui, au final, quand on voit qu'il y a 10 000 personnes dans la rue, c'est que ça ne concerne pas tous les ouvriers et employés de Belgique. Et qu'en plus, on a un gouvernement qui n'invite même plus qui n'invite même plus les syndicats autour de la table pour discuter et entendre leurs revendications. Comment est-ce qu'on agit? Est-ce qu'on n'a pas l'impression que cette mobilisation, là, ils sont en train de nous bloquer de tous les côtés? Qu'est-ce qu'on peut faire encore, selon vous? Alors juste, moi, c'est mon tour de ne pas voir Isabelle, donc je vais Oui, peut-être répondre. je pense qu'elle a un petit bug. Ah, d'accord. Ah, Donc d'accord. voilà, c'est pour ça que je me suis adressée à toi sur la question. Mais Ok. voilà, Isabelle a l'air d'être de retour. Oui. Allez. Voilà, donc je sais pas si tu nous as entendu Isabelle, mais je disais, voilà, je reprenais les termes du président de la Fédération des entreprises belges qui nous dit, au final, il y a que 10 000 personnes dans la rue, c'est quand même pas terrible, c'est que ça représente pas tous les ouvriers et travailleurs belges. Et en plus de ça, on a un gouvernement qui ne reçoit même plus les syndicats autour de la table. Quels sont les champs d'action? Alors, voilà, c'est toujours cette question de dire comment est-ce qu'on peut l'atteindre s'il nous bloque totalement. Et la répression policière fait partie des blocages, puisque ça empêche une certaine liberté d'expression. Moi, ce que j'ai envie de dire, c'est que là, ces 3 jours-ci, malheureusement, il n'y avait pas de manifestation commune organisée pour pouvoir nous compter plus facilement. Et c'est Il y avait dommage, ça d'ailleurs, c'est un manquement peut-être de la part des syndicats de ne pas avoir réuni les milliers de personnes, parce qu'on a été jusqu'à 140 000 personnes récemment, donc c'est qu'il y a une volonté aussi des gens de s'unir ensemble. Mais oui, moi je trouve ça dommage en effet, parce que les manifestations, ça permet quand même de se retrouver au coude à coude avec des travailleurs du nord du pays, avec différents secteurs, et de pouvoir voir qu'on a tous les mêmes problèmes, et de se compter, de se renforcer. Et donc c'est dommage qu'il n'y avait pas ça. Mhm. Donc du coup, c'est difficile un peu de juger là aujourd'hui combien de personnes sont en grève, combien sont mobilisées. Après, par rapport à la répression et aux choses qui sont plus difficiles, qui se durcissent,
en réalité, dans l'histoire, ça n'a jamais empêché les mouvements de se produire. Là, Marion parlait du mouvement de la Gen Z là, récemment, les énormes manifestations qu'il y a eu au Népal, à Madagascar, au Maroc. C'est dans des pays, c'est dans des dictatures où les jeunes là, qui manifestaient, ils risquaient jusqu'à leur vie. Mmh. Et ils l'ont quand même fait. Et donc là, aujourd'hui, on voit bien que pour le moment, il y a plein de gens qui ne se mobilisent pas. C'est pas tellement par peur de la répression, c'est parce qu'ils ont l'impression qu'on ne pourrait pas gagner. Mmh. C'est tout ça qui fait qu'on ne se mobilise pas. Parce que quand un collègue nous dit je ne vais pas faire grève parce que je ne peux pas perdre trop d'argent, c'est pas tellement l'argent. S'il pensait qu'on allait gagner sa journée de salaire, ce serait pas ça tellement son problème. Et donc, c'est pour ça que moi, je pense que c'est important de mettre en avant les perspectives. C'est, voilà, l'argent, il existe dans la société, il faudra qu'on se débrouille pour le prendre. Pour ça, il faudra qu'on soit très nombreux, qu'on soit unis. Euh, et c'est ça qu'il faut mettre en avant. Et d'ailleurs, toutes ces mesures répressives aujourd'hui, c'est surtout pour nous faire peur, mais c'est bien parce qu'ils savent qu'on serait une force si on était tous unis. Mmh. On peut le voir aussi de manière positive. C'est que là, que ce soit le gars de la FEB ou les ministres, ils parlent avec mépris en disant on n'a même pas tenu compte de la grève ou regardez, la mobilisation n'est pas très grande. Ils font un peu les fanfarons, mais n'empêche que toutes les mesures qu'ils prennent partout pour nous empêcher de discuter les uns avec les autres, les mobilisations policières de plus en plus agressives, c'est bien parce qu'ils savent bien qu'on est les plus nombreux et qu'on pourrait être une force énorme, quoi. J'allais dire le principe de diviser pour mieux régner. Exact, Heu heu, tout à fait. Oui. Au final. Justement Marion, pour avoir un petit peu cette partie associative aussi qui est évidemment impactée très, très fort. On parlait de l'avant-projet de la loi de Quintin potentiellement qui en fait enlève le pouvoir de la justice pour juger qu'une association ou non doit être dissoute. Donc ça, c'est une grave atteinte directe, à la liberté, d'expression et la liberté évidemment de se rassembler, de s'associer. Toi qui travailles, qui fédère en fait les associations, les entreprises d'économie sociale, quels sont un petit peu leurs sons de cloche? Parce que quand on voit par exemple à Bruxelles, les associations aujourd'hui, c'est du licenciement de masse parce que plus de subsides, etc. Là aussi, c'est en fait les libertés qui sont directement atteintes, quoi. Oui, oui, complètement, hein, et c'est vrai qu'on entend partout dans le monde associatif, effectivement, dans plein d'entreprises sociales, d'associations qui se retrouvent avec les mêmes problèmes alors qu'elles rendent des services véritablement utiles à la population. Et bien pourtant, il y a plus les budgets. Effectivement, il y a eu déjà beaucoup de licenciements. Il y en a encore qui vont arriver énormément. Il y a en plus toujours plus de contrôle aussi sur les associations, etc. Et c'est d'autant plus choquant que de l'autre côté, comme disait Isabelle, il y a des dizaines de milliards, 52 milliards en 2022, et encore ça a probablement augmenté depuis, qui sont versés, que ce soit des cadeaux fiscaux, que ce soit des aides directement ou indirectement pour des emplois, etc., qui sont versés à des grosses entreprises Mmh. qui, elles, n'ont généralement à peu près pas de conditions à remplir. Et puis surtout, tout l'argent qui va aujourd'hui dans la militarisation, dans l'industrie de l'armement, etc., qui va là aussi enrichir des capitalistes de l'armement et puis qui préparent les futures guerres. Donc c'est certain que c'est absolument choquant de voir, enfin là, effectivement, il y a la loi Quintin, mais il y a aussi déjà en Flandre des coupes budgétaires qui ont été faites dans le monde associatif. On parle de 3,5 millions et qui s'attaquent, par exemple, aux réseaux pacifistes, aux Mmh. militants pro-Palestine, aux activistes, etc. Et donc, on voit qu'effectivement, voilà, le gouvernement, et les capitalistes qui sont derrière, ils savent que là, on va dans des périodes de plus en plus difficiles. Que eux, ils vont de plus en plus chercher à récupérer leurs profits, à augmenter leurs profits sur le dos de la population. Ils veulent aussi préparer les guerres, puisque là, ils voient que de plus en plus, ils recherchent des nouveaux marchés, ils sont
en tension avec d'autres grandes puissances à l'échelle internationale. Et donc, Oui, bien sûr, d'ailleurs, fun fact, pour info, je ne sais pas si vous saviez, premier salon de l'armement de la défense en fait, mais c'est de l'armement qui va ouvrir en Belgique en mars 2026. Enfin voilà, donc là on est, comme tu dis, dans la course à bien se faire voir, quoi. Ouais, effectivement, et on voit qu'en effet, bah, le capitalisme, c'est aussi la guerre, parce que le capitalisme, ça veut dire des entreprises qui sont en concurrence les unes avec les autres. Et aujourd'hui, c'est des entreprises qui sont tellement regroupées, qui sont tellement réunies dans des banques immenses, etc., qu'elles s'organisent à l'échelle de pays, voire même de continents, mais qui sont toujours en concurrence avec d'autres entreprises. Et pour obtenir les marchés, ça commence par la guerre commerciale, on le voit aujourd'hui beaucoup avec Trump, mais c'est aussi les guerres militaires, ça fait partie de l'arsenal des capitalistes pour obtenir des nouveaux marchés. On voit que c'est ce qui s'est passé en Ukraine, hein, puisque en Ukraine, toutes les armes qui ont été envoyées à l'Ukraine sous prétexte de défendre la démocratie, et pendant que les soldats ukrainiens mouraient, se battaient sur le front en espérant sauver leur patrie, leur terre, finalement, en fait, il y avait les capitalistes occidentaux qui rachetaient ces mêmes terres, qui rachetaient les industries. Et en fait, on voit que, bien sûr, derrière ces guerres, il y a toujours des intérêts économiques. Et que et là c'est pareil, quand on nous dit il faut augmenter la défense, on est menacé par Poutine, etc. On nous parle des drones, soi-disant des drones russes qui circulent partout. Alors là, en fait, quand on regarde un petit peu, on voit que des drones qui passent au-dessus des zones sensibles, des aéroports, etc. Il y en a des dizaines de milliers chaque année. Hein. L'année dernière, il y en a eu 31 000. Et donc là, finalement, ça ne semble pas être très différent que d'habitude, mais ils l'utilisent pour faire toute une campagne de propagande parce qu'ils veulent nous faire accepter en fait toutes ces augmentations des dépenses militaires. Et donc, effectivement, là, ils envoient des lettres aux jeunes de 17 ans, etc. Parce que non seulement ils veulent s'armer pour préparer les futures guerres, mais ils veulent aussi préparer la population à accepter les guerres, parce que les guerres, ça veut dire aussi de la chair à canon, une population qui accepte de se battre alors prétendument pour la démocratie, mais en réalité, on le voit, toutes les guerres qui sont organisées par l'OTAN, enfin c'est quand même tous les pays de l'OTAN et la Belgique en fait bien sûr partie, c'est quand même les premiers faiseurs de guerre à l'échelle internationale, c'est quand même les premiers à aller bombarder des pays partout dans le monde, et puis sans même parler de la colonisation et de toutes les guerres qui sont héritées de cette période, quoi. Donc en fait, oui, il y a un storytelling, selon vous sur cette histoire de défense. J'ai envie de recadrer un petit peu au niveau associatif, parce que je me pose une question quand même, toi qui travailles justement un peu dans l'économie sociale. Quand on voit le type de fonctionnement des associations aujourd'hui, c'est-à-dire qu'une association, si elle ne reçoit pas de subsides, c'est très, très compliqué de vivre, évidemment, sans subsides, sans aide de l'État, en fait, direct, puisque sinon ça passe par des dons. Il y a cette idée de non-profit dans une ASBL, donc on est fort limité sur la manière de nous faire de l'argent. Je dis nous parce que j'ai aussi une ASBL, donc je vois un petit peu. Donc au final, l'État qui choisit aujourd'hui de moins financer ses travailleurs associatifs, le gouvernement bruxellois qui n'est pas en place, qui coupe dans les subsides, qui ne permet plus de financer tout ça, il faudrait là aussi revoir ce système pour que ces associations puissent être pérennes et surtout moins ancrées, en tout cas sous l'emprise, on va dire, de l'État, puisque leur survie dépend aujourd'hui de certains choix directement liés au gouvernement, quoi. Et ça ne devrait pas être le cas, puisque techniquement, elles sont là pour, on va dire, pallier le manquement de l'État et en plus pouvoir permettre la liberté d'expression de manière plus large, quoi. C'est là que moi, ce que je vois, c'est que c'est difficile de poser le problème à l'échelle d'un seul secteur, parce que effectivement, on aimerait bien avoir plus de sous pour l'associatif, pour faire vivre la démocratie, pour qu'il y ait plus de réseaux d'entraide, etc. Mais il faudrait aussi plus de financement pour les services publics, pour l'école, pour les transports en commun, pour les hôpitaux, etc. Une meilleure répartition des richesses aujourd'hui, quoi, que nous avons, quoi. Et oui, et ça ne sera possible
qu'en allant chercher finalement là où l'argent se trouve, c'est-à-dire dans les milliards des capitalistes, des milliardaires, effectivement, qui sont très peu nombreux et qui pourtant voient leur richesse énormément augmenter, hein, et quand même sur le dos du reste de la population. On voit que la proportion de la part du PIB qui va dans les salaires est de moins en moins élevée et qu'il y a de plus en plus qui part chez les milliardaires. Donc c'est là qu'est l'argent. Et pour aller le chercher, malheureusement, ce n'est pas à l'échelle d'un seul secteur, ça ne suffira pas pour aller le chercher là. Et c'est là c'est pour ça qu'on défend vraiment cette idée que, en fait, on a intérêt à s'unir entre les travailleuses et les travailleurs de tous les secteurs, de toutes les entreprises et même de tous les pays, même au-delà des frontières, parce qu'en réalité, le problème, il est loin de se limiter à la Belgique, hein. Quand on voit en France, c'est exactement le même genre de problème. C'est aussi des coupes budgétaires massives Mmh. en Angleterre, en Allemagne, etc., aux États-Unis. Et donc, finalement, c'est là qu'on voit que aussi la force de notre classe sociale, des travailleuses et des travailleurs, c'est que on a les mêmes problèmes à l'échelle finalement de toute la planète. Et donc que, en fait, des luttes qui démarreraient, que ce soit en Belgique ou ailleurs, pourraient aussi faire tache d'huile. Et d'ailleurs, la Gen Z, elle s'est répandue dans plusieurs pays, Ouais. sur plusieurs continents. Et donc, on voit qu'aujourd'hui, oui, les problèmes, ils sont quand même très similaires d'un pays à l'autre. Et surtout, on a finalement, à l'échelle de la planète, des ennemis communs qui sont ces capitalistes, etc. Et donc, voilà, nous, ce qu'on se dit, c'est effectivement, on a raison de se mobiliser dans le secteur associatif, dans chacun des secteurs, mais la seule manière de faire face à ça, malheureusement, il n'y a pas de solution simple. Ça sera en élargissant les revendications, en ayant nos propres revendications, mais en étendant la lutte à l'échelle de l'ensemble des secteurs et même des pays, quoi. Mmh. Isabelle, du coup, je reviens vers toi pour aborder un petit peu l'enseignement et ton statut du coup de prof. On le sait, donc du coup, on le voit de manière générale, il y a une atteinte, à la culture, il y a une atteinte, évidemment aux associations. Là, on en parlait tout de suite, mais il y a une atteinte aussi à l'enseignement. Quelles sont un petit peu, les mesures qui risquent, d'impacter ton travail et la suite de l'enseignement en Belgique, au moins francophone? Alors déjà, je peux te dire que c'est pareil en Flandre. Ouais. Enfin, l'idée est la même, c'est-à-dire, là, ils viennent donc le gouvernement, enfin la communauté française, là, ils appellent ça Fédération Wallonie-Bruxelles, ils viennent de sortir leur mesure, 300 millions d'économies, là, enfin un projet pour les 3 prochaines années. Hein, comme ils font à chaque niveau de pouvoir, ils annoncent Ouais. leur paquet d'économies. Mmh. Alors, en Flandre aussi, hein. Après, ça se prend des noms différents, mais ça revient au même, c'est-à-dire, donc, bon, déjà, c'est de l'argent en moins, alors qu'on manque déjà de moyens, parce qu'il ne faut pas oublier ça. Déjà aujourd'hui, quand enfin, les parents, ils voient bien l'état d'enseignement de leurs enfants, et puis tous ceux d'entre nous qui ont des amis dans les écoles, ils le voient. Enfin, déjà maintenant, il y a un problème de bâtiments, par exemple. Les écoles sont trop petites, elles sont trop vétustes, et là, ils vont encore diminuer l'argent consacré à l'entretien des bâtiments. Mmh. Ça peut sembler trivial, mais dans combien d'écoles il y a des problèmes de chauffage? Ouais. Et apprendre quand on a froid, Et depuis déjà ça combien marche pas. d'années? Et depuis Oui, combien c'est d'années? ça. Bah, Donc moi, je l'ai déjà, connu. oui, et voilà, et là, ils vont encore diminuer l'entretien des bâtiments, alors que les bâtiments sont vieillissants, donc premier problème. Deuxième problème, par exemple, là, ils annoncent, tu disais diviser pour régner, mais ils divisent pour régner à tous les niveaux, entre pays, entre secteurs et au sein même des secteurs. Donc là, ils nous annoncent que les professeurs, des dernières années du secondaire, à partir de la rentrée prochaine, devront travailler 2 heures par semaine en plus, Mmh. gratuitement, enfin sans augmentation de salaire. Euh, mais ça veut dire du coup au moins 1500 postes en moins. Donc c'est pas seulement que la charge de travail augmente, et ça, la charge de travail qui augmente, c'est tous les travailleurs qui sont concernés en réalité, hein, mais en plus, ça veut dire du coup des postes en moins. Euh, bon, enfin voilà, ça c'est. Moi, je vais travailler 2 heures en plus. Voilà, sans être payé en plus. Tout ira mieux. Ils remettent en cause les petites classes. Alors, il y a des écoles où c'est déjà tous des grosses classes au maximum, mais il y a encore des écoles où il y a des petites classes, donc ça veut dire des regroupements de classes. Et bon, il n'y a pas besoin d'avoir fait des études de pédagogie pour savoir que moins on a de jeunes face à nous,
mieux on sait s'adresser à eux. Mmh. Donc, on voit bien que c'est pas du tout une priorité de donner les moyens à ce que les jeunes acquièrent des connaissances. C'est aussi comme pour tous les travailleurs du service public, là, le recalcul du montant des pensions. Donc, les syndicats ont calculé que ça ferait jusqu'à 500 euros net par mois en moins, par personne, par mois. Donc, mais ça, c'est toute la fonction publique qui est concernée. Les budgets aussi pour les repas gratuits pour les élèves les plus pauvres en primaire, bah, c'est supprimé. Mmh. Et rien qu'hier, je discutais là, à un piquet là, avec des profs. Nous, moi, je suis dans une école assez populaire où ça fait longtemps qu'on est confronté à des jeunes qui ne mangent pas comme il faut. Et j'ai rencontré une collègue d'UCLE qui disait qu'eux aussi avaient ce problème-là. Donc, la pauvreté, elle est grandissante Ouais, ouais, chez tout les à fait. élèves. Mmh. Et de Et ça, plus en plus, doivent travailler très tôt d'ailleurs pour, soit payer eux-mêmes leurs frais scolaires, et cetera, qui vont eux aussi augmenter en plus, hein. exactement. Et c'est en ça que tout est lié. Parce que les élèves qui doivent travailler pour aider leur famille, bah, évidemment, ils apprennent moins bien puisque c'est tout du temps où ils étudient pas, où ils se reposent pas. Et ça devient une réalité de plus en plus grande. Les frais scolaires vont augmenter. Là, ils ont annoncé l'augmentation du prix des Minerval. Donc, l'accès aux études supérieures qui devient plus cher, bah, c'est de nouveau un problème. Euh, et enfin, voilà, c'est en ça que tout est lié. Et c'est pour ça que moi, j'insiste sur le fait qu'il faut vraiment qu'on ait en tête que les richesses existent dans la société, qu'il n'y a pas de raison d'accepter qu'on fasse des économies, qu'on nous dise qu'il n'y a pas assez d'argent. Alors, oui, les caisses des États, elles sont vides, mais pas les caisses des actionnaires, pas les caisses des banquiers. Et c'est des choix où on prend l'argent. Et puis moi, je n'ai pas envie de dire on va faire un peu plus d'économies sur la santé, mais un peu moins dans l'enseignement. Ou enfin, voilà, on ne s'en sortira pas comme ça. À un moment donné, il faut qu'on trouve les moyens où Et ils sont. j'allais dire et les moyens humains, enfin, en plus des Ouais. moyens financiers, j'ai envie de rebondir sur une discussion que j'avais eue avec une personne qui est dans le chat en vocal qui m'expliquait que, des enfants d'amis et cetera, donc n'allaient pas à l'école puisqu'il y avait grève et que du coup ils restaient à la maison et que quand on leur demandait: «Pourquoi est-ce qu'il y a grève?» la réponse d'un des élèves était de dire: «Bah, les profs veulent plus d'argent». Est-ce qu'on a encore les moyens de concrètement expliquer en classe les enjeux aujourd'hui des décisions gouvernementales, le fonctionnement, etc. Moi, je me souviens, mon cours de la Belgique, sincèrement, j'ai eu quelques bases à prendre les cours d'eau en primaire, et puis en fait, on a seulement vraiment discuté d'économie en supérieur, c'est-à-dire que j'avais déjà 20 ans quand on a vraiment discuté du système économique belge, en fait. Moi, je pense que là, d'ailleurs, il y a beaucoup de collègues qui, face aux questions des élèves, ont été amenés à expliquer un peu. Enfin, c'est un cours d'actualité. Enfin, il y a quand même encore plein de cours qui permettent de discuter de ça. Les cours sur la citoyenneté, les cours d'histoire, les cours de français où on peut parler d'actualité pour expliquer un peu les mesures qui sont prises. Mhm. Euh, on peut le faire. Alors, après, qu'il y ait des pressions des employeurs ou des directions. Peut-être, mais enfin, c'est, C'est encore possible. oui, c'est possible, bien sûr. Euh, oui, hein, heureusement. Oui, c'est ce que j'allais dire. Ça laisse encore un espace de discussion ouvert et d'actualité avec les étudiants. Alors, j'ai envie de terminer sur une question du chat pour recentrer un petit peu aussi votre manière de fonctionner. Lutte ouvrière, c'est des mots assez forts, hein. Lutte, il y a cette idée de révolution, etc. aussi. Militantisme, bien sûr, mais est-ce qu'on n'est pas un peu tous militants dans nos propres causes? Ça, voilà. Et le chat, d'ailleurs, avec un pseudo qui s'appelle Paix pour tous, incroyable, nous dit: est-ce que les manifestations agressives sont nécessaires aujourd'hui selon vous? Alors, Et quelqu'un d'autre y a répondu d'ailleurs: les agressions viennent des forces de l'ordre. Mais donc voilà, est-ce que des manifestations agressives sont nécessaires? moi, ce que j'ai envie de dire, moi j'aime bien le pseudonyme Paix pour tous, mais moi je rêve d'une société où ce sera la paix. Et ben ça voudra dire qu'on s'est débarrassé du capitalisme. Parce que tant qu'il y aura une minorité de riches et une majorité de pauvres, eh ben, il y aura toujours des conflits. Et de fait, quand il y a des révolutions, la violence, elle est enfin, la violence de l'armée, de la police, elle est là pour protéger la propriété d'une minorité de riches.
hein. Et donc, voilà, le jour où il y aura des luttes sociales sérieuses, où vraiment on dira, ben maintenant, on prend l'argent, on contrôle les comptes des entreprises, on prend l'argent pour créer les emplois nécessaires, pour augmenter les salaires, c'est sûr que le patronat, il aura l'État, il aura les forces armées pour défendre sa propriété. Et donc, qu'est-ce qu'on fera face à la police ou face à l'armée? À un moment donné, ben, nous, on est plus nombreux qu'eux. Voilà, il y aura des affrontements violents tant qu'il y aura une minorité de riches aux commandes. Bon, après, nous, à Lutte ouvrière, on est fermement convaincus qu'on pourrait justement vivre dans une société de paix le jour où il y aura l'abondance pour tout le monde. Et les moyens de l'abondance, ils sont là. Donc c'est Et les écarts sociaux qui créent cette agressivité et mais donc bien quelque sûr, part elle est nécessaire dans la lutte actuelle, dans les grèves, dans les mobilisations et elle est bah, compréhensible selon vous surtout? moi, j'ai pas vu beaucoup d'agressivité là Ouais, dans ces 3 jours. moi non plus effectivement, oui, on est d'accord. Vraiment, mais on peut regarder le Népal ou Madagascar. On a des jeunes qui manifestent pour demander l'accès à l'éducation, l'accès à l'eau courante, l'accès à l'électricité, et ils sont tirés dessus par l'armée. Mmh. Bon, alors voilà, l'agressivité, elle est là parce que l'armée va défendre le gouvernement qui défend les intérêts des riches, et les riches, ils peuvent pas se permettre que tout le monde ait un emploi et accès à l'eau courante et à l'électricité. Tout à Bon, fait. voilà. Et pourtant, il y aurait les moyens pour qu'il y ait plus de famine, pour qu'on ait tous le chauffage. Les moyens techniques, ils sont là. Il faudra qu'on les prenne. D'ailleurs, il y avait un rapport, hein, comme il y a eu le G20 qui disait que, si, une infime partie des milliardaires du G20 donnaient une partie infime de leur richesse, il y aurait plus de problèmes de famine en tout cas, Ouais, on en est sur pas grand-chose, hein. On ne demande pas non plus, 140 millions de milliards, loin de là. Donc voilà. Alors il y a, aussi quelqu'un dans le chat, du coup, on a des Français aussi, hein, puisqu'on est sur un stream francophone qui nous demande justement quels sont vos liens avec le parti Lutte ouvrière en France, s'il y en a un? oui, 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 complètement. tu peux. Oui, oui, bah, effectivement, nos idées, c'est des idées communistes, révolutionnaires, internationalistes. Et donc, effectivement, on est très fort lié à Lutte ouvrière en France aussi, puisque bah, ce qu'on sait bien, c'est que ces idées-là, elles ont besoin d'être connues à l'international. Et donc, effectivement, militer, ça veut dire non seulement militer dans son propre pays, mais militer aussi partout où on peut, y compris faire des liens au-delà des frontières. Et donc, effectivement, bah, ça fait partie du rôle de militant communiste révolutionnaire, puisque d'abord Lutte ouvrière a démarré en France et a tissé des liens partout, enfin, construit des organisations partout, aidé à construire des organisations partout où c'était possible, effectivement, sur la base de ces mêmes idées internationalistes et révolutionnaires. Donc, effectivement, oui, on est, On, on est liés. on fait partie de la même Voilà. organisation, en fait. Mmh. L'Union communiste internationaliste. Alors, c'est en France qui sont les plus nombreux, mais on est présent en Belgique, en Côte d'Ivoire, aux États-Unis, en Turquie, en Italie. Enfin, c'est des petits groupes. On est trop petits partout, Ouais. mais on est liés et on se rencontre régulièrement et on défend la même politique et les mêmes idées dans différents pays, parce qu'en réalité, on est confronté aux mêmes problèmes dans tous ces pays. Oui, j'allais dire pour décrypter un petit peu parce que c'est ce qu'on fait aujourd'hui, c'est vraiment l'idée d'un système qui est, applicable et appliqué un peu partout, qui, doit être totalement revu. Donc en fait, une idée, émise en Belgique peut valoir pour, le fonctionnement du système français puisqu'il y a des corrélations, directes, quoi. Oui, Ouais. en fait, c'est le même système partout, hein. Et d'ailleurs, nous, les travailleurs, enfin, l'économie, elle est mondiale. Le travail, enfin, l'organisation de la production, elle est internationale. On est tous vêtus d'habits qui viennent d'Asie. Notre électricité, on a des fils électriques en cuivre grâce au Congo. Les médicaments, enfin, tout ce qu'on consomme, tout ce qu'on utilise est le fruit quand même du travail collectif par-delà les frontières. Et les grands groupes, les multinationales, les banques, ils sont internationaux. Et puis nous, les travailleurs, on va chercher du boulot à l'étranger quand il faut. En fait, on est quand même tous liés. Euh, enfin, on est tous liés par-delà les frontières en réalité. Mmh. J'ai envie Ouais. de oui, vas-y Marion, je t'en prie. Oui, non, c'était juste pour dire, enfin, par rapport à, effectivement, c'est des idées qui nous relient au-delà des frontières, mais nous, notre conviction,
c'est que, bon, même si aujourd'hui, effectivement, les idées communistes sont extrêmement minoritaires, ce qu'on voit, c'est que ce qui nous donne de l'espoir aussi, c'est que ces idées, malgré tout, elles correspondent aujourd'hui pas à l'idéologie de la majorité, mais aux intérêts en fait des travailleuses et des travailleurs partout dans le monde. Et que finalement, nous, ce qu'on voit dans l'histoire, c'est que quand il commence à y avoir des mobilisations massives, quand il commence à y avoir des millions de gens qui ressortent dans la rue, tout à coup, les idées révolutionnaires, elles ont beaucoup plus d'écho parce que tout à coup, il y a beaucoup plus de gens qui voient la force collective du monde du travail, des travailleuses et des travailleurs, etc. Et que finalement, c'est ça qui peut faire que même en étant une petite minorité aujourd'hui, voilà, un petit groupe peut avoir une influence et surtout des idées aussi puissantes qui correspondent aux intérêts réels de la population, parce que c'est aussi dans les luttes qu'on voit le vrai visage des gouvernements, qu'on voit que les partis de gauche, finalement, pour la plupart, ne veulent pas sortir du capitalisme. Or, sans sortir du capitalisme, on ne peut pas résoudre les problèmes de l'humanité. Et c'est dans ces moments de mobilisation-là que les idées révolutionnaires, et de se dire, en fait, il n'y a pas d'autre choix que ce soit les travailleuses et les travailleurs eux-mêmes qui prennent le pouvoir dans les entreprises et puis Mmh. même à l'échelle politique. Et c'est ça qui nous donne l'espoir et qui fait que, effectivement, les idées révolutionnaires peuvent très rapidement s'étendre et convaincre des millions de gens qui voient que c'est dans leur intérêt et que c'est une nécessité, en fait, que de renverser le capitalisme, quoi. Et du coup, il y a Kéros, c'est bien, ça va suivre, je pense, qui pose la question dans le chat. Est-ce que vous connaissez le rapport Meadows des limites à la croissance? Est-ce qu'un axe d'approche ne serait pas aussi d'anticiper la finitude des ressources exploitables et de facto la fin du capitalisme naturel? Moi, je pense que face à ces problèmes écologiques qui sont aujourd'hui catastrophiques, qui effectivement sont encore une des raisons de plus de renverser le capitalisme, parce que c'est quand même le capitalisme qui utilise les ressources sans aucune limite, qui effectivement voilà, fait fonctionner toutes ces industries pour le profit, qui pollue des terres, qui crée des maladies, etc. Mmh. Face à ça, en fait, finalement, se poser la question de comment utiliser les ressources de manière responsable, et puis en laissant et en arrêtant la pollution, etc. La seule manière, de toute façon, c'est de reprendre en main le système économique, c'est de reprendre en main les entreprises. Tant qu'on n'aura pas renversé le capitalisme, ce qu'on voit, c'est que on peut, tant qu'on veut signaler les problèmes aux dirigeants, au gouvernement, aux capitalistes, finalement, ça fait, je sais plus, là on est à la COP 30, je crois, ça fait 30 fois qu'on ne nous écoute pas. Qu'on n'écoute pas Et les encore moins écologistes. aujourd'hui, on l'a bien vu avec la fin des énergies Voilà. fossiles, quel mur s'est dressé pour ceux qui demandaient l'ajout de cette petite feuille en plus, qui évidemment n'a pas plu les plus riches. J'ai envie de terminer cette interview sur une question. J'ai posé la même question à Pierre tout à l'heure, notre première invitée. Isabelle, tu as partiellement répondu à ça, mais j'ai envie d'y impliquer un peu cette notion de sacrifice pour savoir si vous la partagez. Qu'est-ce qu'on répond à un travailleur, une travailleuse? Moi, aujourd'hui, j'ai galéré pendant 3 jours. Je suis obligée, pour terminer la fin du mois, d'avoir ces 3 jours de boulot. Mais cette mobilisation, cette grève, elle m'empêche d'aller au taf parce que je dois prendre le bus, parce que je dois prendre le train, parce qu'il y a un piquet de grève devant là où je travaille. Donc, en fait, cette mobilisation, elle m'ennuie plus qu'autre chose et elle me coupe de ressources nécessaires pour l'entretien et la stabilité de mon foyer pendant 3 jours. Qu'est-ce qu'on répond à ces personnes qui sont dans ces revendications-là face à la mobilisation aujourd'hui en Belgique? Est-ce que justement ils doivent avoir cette notion de sacrifice? C'est là où j'avais envie de la placer. De dire, tu es obligé de te sacrifier 3 jours, il faut que tu le comprennes pour plus tard. Moi, c'est pas une question de se sacrifier 3 jours. En réalité, là, on est tous sacrifiés sur l'autel des profits capitalistes. Aujourd'hui, les prix ils montent partout. Les conditions de travail se dégradent partout. Ceux qui travaillent, notre charge de travail ne fait qu'augmenter. Les contrats sont de plus en plus précaires. Enfin, les patrons, ils nous mènent la guerre sociale. Et ils sont prêts à sacrifier notre santé, nos articulations, notre mental pour leur profit. Et donc, c'est pas. Moi, enfin, en tout cas, moi, si quelqu'un
d'abord, personne ne m'a jamais parlé comme ça. Je me sacrifie pour ta grève. J'ai jamais vu personne qui disait ça. C'est vrai que les médias, ils aiment bien beaucoup montrer les gens qui sont embêtés par la grève. Évidemment, on est Ce serait d'accord. quand même chouette qu'ils nous montrent les gens qui sont embêtés par les profits de leur patron, quoi. Mmh. Hein, parce que hein, je me souviens, il y a quelques années, là, il y avait eu toute une histoire d'un blocage qui avait fait qu'un médecin arrivait en retard à l'hôpital. Oui. Et alors que tous les jours, les embouteillages et la mauvaise gestion des transports fait que les médecins arrivent en retard à Et le l'hôpital. manque de financement de la santé aussi peut-être, a plus d'impact qu'un jour où le bus est arrivé en retard, Ah ben potentiellement ça, sur le c'est travail de sûr, ce hein. médecin. Ça, c'est sûr. Et donc, moi, nous, on n'est pas pour le sacrifice, mais justement, aujourd'hui, enfin, regarde les chiffres là sur les malades longue durée, les burn-out, les troubles musculo-squelettiques. Là, le général français qui dit les enfants, on va devoir sacrifier nos enfants. Enfin, je sais pas si. Donc, qui dit aux Français, il va falloir être prêt à sacrifier ses enfants là, à la Mmh. guerre. Ceux qui nous demandent des sacrifices, c'est ceux qui en font pas, déjà. Bart de Hein. Wever a demandé des sacrifices aussi, hein, dans ses derniers discours en disant, Voilà, «C'est dur, mais c'est nécessaire, il faut ça» voilà, c'est c'est pour ça ça. que j'ai amené un peu ce sens du sacrifice parce que techniquement, les Ouais, dirigeants aujourd'hui, c'est ce qu'ils utilisent, hein, comme, en tout oui. cas comme excuse. Ils sont pas gênés. Ils sont pas Voilà. gênés parce que leurs milliards, eux, ils les ont dans leur coffre-fort. Les aides de l'État, ils les ont. Hein, quand on voit là l'autre qui privatise Venise pour marier son enfant, les voyages dans l'espace à 35 millions de dollars la semaine, il y en a pour qui il n'y a pas de sacrifice quand même. Hein. Mmh. Moi, je voudrais qu'on fasse payer un peu ceux qui ont de l'argent. Voilà. Marion, un petit mot de la fin pour clôturer cet entretien? Oui, bah, moi en tout cas, enfin, ça a déjà été évoqué là pendant la discussion, mais un truc qui me tient à cœur de discuter, c'est vraiment cette question de la guerre, parce que on voit que là, effectivement, les budgets de l'armement augmentent, etc. Mais en premier lieu, ce que les capitalistes, ils savent qu'ils se préparent à des guerres, que ce soit contre la Russie, contre la Chine en particulier, etc. Bon, ben, ils veulent nous préparer à ça, et ça passe aussi par une préparation ben, finalement morale, et par nous faire accepter petit à petit que c'est normal qu'il y ait des généraux qui parlent dans les médias, que les jeunes ils se posent la question est-ce qu'on va au service militaire ou pas, que de plus en plus on voit aussi de la propagande contre la concurrence chinoise qui serait dangereuse, alors qu'aujourd'hui ça reste encore les États de l'OTAN occidentaux qui dominent complètement la planète, et donc c'est vraiment aussi une manière bah, voilà, de nous faire accepter encore une fois des sacrifices, etc. Et voilà, moi ça me tient à cœur de dire que bah, il faut, enfin, voilà, on n'a pas intérêt à tomber dans tous ces discours nationalistes, dans toutes ces idées qui nous font croire qu'on aurait intérêt à se resserrer derrière notre gouvernement, derrière notre armée, etc. En réalité, c'est pas notre gouvernement, c'est pas notre armée, c'est l'armée des bourgeois, des capitalistes, et toutes les guerres qu'ils vont faire, ça sera des guerres pour défendre leurs profits. Et donc, voilà, on n'a pas intérêt à tomber dans tous ces mensonges. Et je veux bien, pour terminer, citer les paroles de l'international qui disent quand même s'ils s'obstinent, ces cannibales, à faire de nous des héros, ils sauront bientôt que nos balles sont pour nos propres généraux. Voilà. Si tu savais quelle place l'international a dans ma vie, en plus Marion, là, tu m'as convaincue. Voilà, Très bien. voilà, c'était la chanson préférée de ma grand-mère, hein, voilà, dès qu'elle D'accord. avait une bière à la main, elle chantait l'international dans toute la maison. Voilà, ce qui avait évidemment, don d'énerver parfois mon grand-père qui lui était fils d'industriel, forcément. Donc voilà. En tout cas, un grand, grand merci pour votre participation, pour ces questions, ces réponses hyper intéressantes. Cette vidéo, cet entretien, je vais le mettre en ligne sur YouTube. Donc, pour vous, voilà, si vous voulez la partager, pour les gens qui n'ont pas tout vu, qui veulent commenter, réagir, etc., n'hésitez pas, évidemment. Le replay étant disponible sur Twitch après, mais il a une certaine durée de vie.
bien sûr. Donc voilà, au moins sur YouTube, ce sera, présent, indéfiniment, en tout cas dans le temps. Voilà, par la suite, moi j'organiserai d'autres lives un petit peu plus débat, je vous renverrai des messages si à un moment donné, voilà, ça peut aussi vous concerner. En tout cas, c'était un plaisir d'échanger avec vous et d'en apprendre un petit peu plus aussi sur les valeurs et le mode de fonctionnement de lutte ouvrière que personnellement, je ne connaissais que très peu. Voilà. Eh ben, merci Merci. beaucoup de nous avoir invités, en tout cas. Ouais, merci de Avec l'invitation. plaisir. Donc, on souhaite évidemment que cette mobilisation ait des conséquences intéressantes pour les travailleurs, les travailleuses et toute personne concernée en Belgique. Et voilà, si vous avez de l'actualité, des choses, etc., n'hésitez pas à m'envoyer aussi de l'info. C'est toujours intéressant pour moi de suivre évidemment ce que vous faites. Voilà. Ok, merci Avec beaucoup. plaisir. Une bonne Merci. journée. Bonne journée Merci aussi. beaucoup.